Camille Schneider, professeure ressources à l'Académie de Paris et je suis détachée au Centre de ressources Autisme Île-de-France. Et je suis Georgia Bonita, je suis conseillère pédagogique au service départemental de l'école inclusive de la Seine-Saint-Denis sur le pôle TND. Nous allons commencer par le contexte institutionnel. Nous accueillons, je pense, aujourd'hui sur ce webinaire des professionnels, bien sûr, de l'éducation nationale, mais pas que. Cette circulaire, de toute façon, qui est interactive et qui est disponible, bien sûr, sur Internet, est consultable par tous. Donc là, on vous en fait une micro-présentation, ce qui nous intéresse énormément par rapport aux élèves présentant des troubles et autres élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, c'est que cette année, vous allez entendre parler des PASS, qui sont des pôles d'appui à la scolarité, mais qui ne sont pas effectifs sur l'intégralité de notre pays et même de certaines de nos régions. Donc en effet, il y a des départements pilotes qui ont mis en place ces PASS. Qu'est-ce qu'un PASS? Bien sûr, un PASS, c'est un PIAL associé à un renfort du médico-social. Donc dans certains PIAL, et on a aussi l'appui des EMASCO, qui sont des équipes mobiles à la scolarisation, qui vont bien sûr en soutien, et on en reparlera aussi plus tard, qui vont en soutien dans les écoles, dans les établissements aussi du second degré, et qui aident les équipes à réfléchir ensemble et à co-construire le projet de l'élève accueilli. Ensuite, bien sûr, il y aura les PIAL renforcés qui vont venir soutenir cette fois l'élève en classe. Mais voilà, pour l'instant, on va dire que ça se met en place doucement et qu'on vous en reparlera au fur et à mesure. Camille, tu veux parler peut-être de la stratégie qui nous guide? Voilà. Et du coup, j'ai ajouté aussi un petit visuel sur les nouveaux programmes parce que ça rejoint la stratégie nationale 2023-2027 où on parle d'accessibilité pédagogique et nous, on parle beaucoup aussi pour pas faire de l'adaptation pour chaque élève à besoin éducatif particulier, de changer quand même sa pratique de classe, sa façon de faire. Et donc, on retrouve dans les nouveaux programmes le fait d'avoir des recherches scientifiques qui permettent d'avoir des nouvelles façons d'enseigner. Et donc, on arrive à un apprentissage plus structuré, à un apprentissage sans erreur. Ça, c'est ce qui est dit dans la stratégie. Nous, on appelle ça de l'enseignement explicite à l'éducation nationale. Mais vous voyez, il y a d'autres termes, mais l'objectif est le même. C'est de changer nos pratiques et de faire vraiment de l'enseignement explicite et d'arriver à une évaluation de l'élève très fine pour pouvoir répondre à ses besoins. Mais on est de moins en moins dans l'adaptation individuelle, sauf vous allez voir pour quelques profils particuliers et de quelques points où l'enfant a besoin vraiment de quelque chose d'individualisé. Mais sinon, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de l'enseignement universel. Une école pour tous. Une école pour tous, voilà, et de plus faire pour chaque élève dans sa classe parce que vous allez vous épuiser à faire ça. Voilà. Et que l'idée, c'est vraiment d'aménager pour que chacun y trouve son compte, pour que chacun apprenne quelque chose, mais que vous proposiez des supports qui puissent s'adapter à tous. En effet, les témoignages des enseignants sont nombreux et nous disent que c'est à la fois chronophage et énergivore, et que bien sûr après ils sont épuisés. En effet, cette nouvelle façon de rendre accessibles les apprentissages, on révolutionne pas tout. Il y a déjà des gestes qui sont fort ancrés quand on visite nous dans les classes. On voit que les gestes et les postures ont changé parce que bien sûr la diversité des élèves a déjà changé depuis un petit moment et que vous vous adaptez. La seule chose, c'est que au lieu de créer des supports individualisés, là, c'est plutôt un support pour tous où chaque élève va pouvoir trouver son entrée. Mais ça viendra dans les formations, je pense, dans toutes les circonscriptions et dans tous les départements. Alors, voici donc nos 3 conseils. L'entretien de rentrée, les adaptations et aménagements un peu primordial, majeur, et puis qui peut intervenir dans votre classe si c'est nécessaire ou si vous avez besoin. Alors, conseil numéro 1, mener l'entretien de rentrée. Alors déjà, l'entretien de rentrée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la réunion d'équipe de suivi de scolarisation, ce n'est pas la RESS, c'est vraiment une réunion entre la famille, l'enseignant ou le professeur principal dans le secondaire et l'AESH. Donc ça peut qu'il y ait une AESH ou un AESH. Voilà, donc s'il est présent, c'est entre ces 3 personnes que la réunion se fait. Cette réunion de rentrée, comme elle s'intitule, c'est plutôt entre la pré-rentrée et la Toussaint. C'est à organiser entre vous, enfin entre l'enseignant, l'AESH et la famille. Pour cela, il y a une circulaire de rentrée, donc c'est depuis 2019 que c'est une obligation, cet entretien de rentrée pour tout élève ayant une reconnaissance de handicap.
Et puis, vous avez un guide d'entretien de l'enseignant AESH Famille. Donc, vous avez même un guide qui est téléchargeable sur Eduscol pour vous aider à mener cet entretien en tant qu'enseignant. D'autre part, nous avons un autre petit document qui peut vous aider et qui ressemble énormément à ce guide, qu'on a appelé carte d'identité TSA et qui se trouve sur le site du CRAIF. Donc ça, c'est l'exemple de celle en élémentaire. On en a fait une pour la maternelle et il y a un exemple aussi pour le collège. Donc ça, c'est un peu le support de votre réunion. C'est plutôt la famille qui va le remplir, mais la famille, c'est peut-être pas exactement ce dont vous avez besoin. La famille, c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant, donc c'est eux qui ont les informations dont vous allez vraiment avoir besoin, surtout dans cette rentrée. Au lieu de mener l'enquête surtout, savoir s'il a plutôt une hypersensibilité auditive ou une hypersensibilité olfactive, ou voilà. Ça, la famille le sait très bien. Et du coup, à cet entretien, la famille va pouvoir vous donner plein de renseignements vraiment utiles qui vont vous faire gagner un temps fou sur ce que l'enfant aime, sur qui est son orthophoniste, est-ce que la psychomote, elle veut bien que vous l'appeliez pour pouvoir avoir les objectifs de la psychomotricienne, voilà, quels sont ses centres d'intérêt, des choses qu'il vraiment déteste, hein. Quels sont les besoins qu'il a, par exemple, pour aller aux toilettes ou s'il a un problème de santé, etc. Du coup, c'est vraiment être une réunion comme la famille va vous donner une espèce de mode d'emploi de son enfant. Et vous, en retour, hein, puisque vous aurez déjà vu l'enfant peut-être une semaine, 2 semaines, voilà, ça va se faire là bientôt, vous allez pouvoir expliquer à la famille comment se déroulent les journées, ce qu'elle peut faire, elle, le soir à la maison pour vous aider, pour aider son enfant, etc. Vous voyez, ça va être vraiment un aller-retour, ça va vraiment être une réunion d'information autour de l'enfant. Ce qu'il est intéressant aussi de savoir, c'est que les enfants, les élèves ne se comportent pas de la même façon à l'école comme à la maison. Donc, il est nécessaire aussi à ce moment-là d'avoir ce temps d'échange, de savoir que dans cet environnement-là, peut-être que les problématiques ou les comportements sont différents. Donc là, c'est le moment d'avoir connaissance de cette carte d'identité de la famille qui vient avec et vous-même. Comme ça, on peut aussi comparer et s'ajuster et comprendre pourquoi quelque chose peut faire obstacle et tout de suite trouver une solution ensemble. Ça, c'est vrai que c'est nécessaire. Et puis, souvent aussi, les AESH ont besoin de ce temps de rencontrer l'élève qu'elles vont accompagner et de rencontrer aussi la famille. Ça, c'est aussi fondamental. Donc ça, c'est cette réunion de rentrée. Et nous avons bien sûr pendant l'année la fameuse réunion d'équipe de suivi de scolarisation. Donc pendant l'année scolaire, il y a eu certainement en amont, puisqu'il y a eu une reconnaissance de handicap, hein, il y a eu certainement le premier GEVASCO, la GEVASCO première demande qui a été remplie. L'enseignant référent donc du secteur, a envoyé ce GEVASCO à la MDPH et c'est une partie du dossier que la famille a envoyé à la MDPH. La MDPH fait des notifications, notification d'AESH par exemple, notification de temps partiel, notification d'aménagement par exemple un ordinateur portable, des notifications donc humaines, matérielles et organisationnelles. Et puis l'année suivante, tous les ans, l'équipe avec le nouvel enseignant, peut-être un nouveau AESH, va se réunir de nouveau pour pouvoir remettre à jour les nouvelles adaptations qui sont nécessaires, peut-être une nouvelle organisation sur le temps de scolarisation, etc., et sur l'évolution du matériel. Cette réunion d'équipe de suivi de scolarisation, c'est donc une équipe qui se réunit pour noter dans le GEVASCO des demandes à la MDPH, pour avoir des notifications. Voilà. Donc, ça veut dire que la famille, l'enseignant, se sont déjà vus avant pour la préparer, cette réunion, pour que tout le monde soit un peu d'accord sur les demandes qui vont être faites. L'enseignant référent, lui, il note dans le GEVASCO ce qui se dit et les demandes de toutes les parties, hein. Donc, que ce soit l'enseignant, l'AESH qui côtoie quand même l'enfant toute la journée, et la famille, hein, qui a aussi certainement des demandes. Voilà, et donc tout est noté dans le GEVASCO et c'est à la commission, à la CDAPH, la commission de la MDPH, de décider si les propositions sur ce qui est demandé dans le GEVASCO, est-ce qu'ils vont notifier ou pas. Le mieux du mieux, bien entendu, lors de cette RESS, c'est que les paramédicaux qui entourent l'enfant, que ce soit en libéral ou en CESAD, soient présents, le directeur de l'établissement ou le principal, il s'agit d'un collège, toutes les personnes qui peuvent donner des informations. Alors, si ce sont des paramédicaux en libéral, souvent c'est assez compliqué pour eux d'enlever les prises en charge de toute une journée, enfin, ou toute une matinée pour se rendre dans votre établissement, être présent à la réunion d'équipe de suivi. Donc, souvent, ils font un compte-rendu, un point étape, ils appellent ça. C'est-à-dire que, voilà, si la réunion de SS a lieu, je sais pas, en janvier, ben, au mois de décembre, ils vont
faire un petit point étape de 4 mois de suivi et dire un peu ce qu'ils travaillent, vers quoi ils tendent, quels sont les progrès, etc. Voilà. Et ça va aider aussi vous à trouver des objectifs pour cet enfant et à vous ajuster le mieux possible, puis à la MDPH de proposer des nouvelles notifications pour l'enfant. Là, on voit qu'il y a le fait de parler du PPS, du projet personnel de scolarisation qui est rédigé par la MDPH. Vous savez que souvent, les enseignants n'ont pas accès puisque c'est la famille qui est à l'origine de la demande à la MDPH de ce PPS qui donne, bien sûr, comme tu le disais, des objectifs et qui nous permet d'accueillir de façon plus confortable l'élève dans son environnement. Donc ça, c'est nécessaire de le demander, mais c'est la famille, bien sûr, qui est à l'origine de cette demande. Donc il est vrai, souvent, les enseignants nous disent, nous n'avons pas le PPS. Ou le GVASCO, parce qu'il y Voilà. a beaucoup de MDPH qui rédigent pas, et du coup, le GVASCO fait office d'eux, même si c'est que la demande. Bon, bah, au moins, Il y a on les sait, grands voilà, axes. les axes des adaptations. Vous pouvez demander à la famille de vous le donner directement, comme tout le reste, hein. Du coup, d'où cette idée de carte d'identité TSA. C'est la famille qui est propriétaire de tous les documents, de tous les comptes rendus des paramédicaux, de tous les bilans, voilà, qui pourraient être faits et qui pourraient vous servir. Par exemple, le profil sensoriel est un document qui est très précieux quand l'enfant arrive dans la classe parce que ça vous donne vite une idée de son profil, de comment il réagit avec tous les stimuli extérieurs. Et du coup, par exemple, la famille peut détenir le profil sensoriel et donc et elle va vous le donner. Voilà. Le GVASCO de l'année d'avant, il est souvent gardé dans l'école, mais officiellement, on n'y a accès que les personnes qui étaient présentes lors de la réunion de SS. Donc, vous êtes censé toujours demander avant l'autorisation à la famille pour pouvoir avoir les documents de l'année précédente. Et puis, de toute façon, le LPI, livret de parcours inclusif, voilà, va être de plus en plus fonctionnel, où ces documents, bien sûr, à part les documents médicaux qui sont quand même sous réserve du corps médical, seront disponibles. De ce fait, on aura de moins en moins de pertes de documents et un suivi beaucoup plus précis de l'élève que vous accueillez. Souvent, quand on passe de la maternelle à l'école élémentaire et au collège, c'est là où souvent la diffusion de l'information est un petit peu perdue. Donc, le LPI pourrait permettre ce suivi de l'élève et de son parcours de scolarisation. Conseil 2, adapter et aménager. Donc là, c'est une lettre de rentrée que nous avons faite à l'Académie de Paris, qui décrit un peu pour l'enseignant sur cette partie quelles sont ses missions un peu par rapport à l'enfant. Donc du coup, première chose, ce qui va un peu de soi, mais bon, c'est d'observer les points faibles et les points forts de cet enfant, ses intérêts, et puis voilà, les points d'appui sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place son travail. Donc en fait, c'est l'évaluer. Évaluer l'élève comme tout élève, de façon à pouvoir bien connaître sa zone proximale de développement et pouvoir lui proposer des objectifs de travail qui sont vraiment à son niveau. On est plus sur de l'observation que de l'évaluation là dans ces 15 jours, puisque déjà l'élève présentant un trouble de l'autisme a quand même besoin de prendre ses repères un petit moment avant même de vous montrer ses compétences scolaires. Donc c'est vrai aussi qu'il faut cette temporalité, il faut la prendre en compte, qu'il est peut-être capable de beaucoup de choses, mais qu'il vous montre pas tout de suite. En tout cas, l'observation est nécessaire et surtout ses centres d'intérêt, ses points d'appui. Comme ça vous permet aussi de lui présenter des supports, des albums en lien avec ce qu'il aime, les transports, les dinosaures. On revient souvent sur ces thématiques-là. Voilà. Et ensuite, vous pourrez l'évaluer. C'est souvent la problématique que les enseignants rencontrent. C'est ça, donc on appelle ça du pairing. Donc vous allez plutôt être dans le jeu et le côté positif de l'école avec l'AESH, avec l'enseignant. Voilà, il faut que l'enfant il vous trouve très fun pour pouvoir après vous montrer tout ce qu'il sait faire et accepter du travail qui est moins rigolo que de jouer avec lui. On revient encore à cette carte d'identité et à cette fameuse réunion. Bien sûr, la famille, elle va vous faire gagner un temps fou sur ces observations parce que vous n'êtes pas tout le temps avec lui et du coup, vous aurez peut-être juste à compléter les observations, comme disait Georgia, que les observations en classe, qui sont certainement pas les mêmes, certains comportements qu'il a à la maison avec ses parents. L'autre chose, c'est instaurer un cadre parce que les enfants avec autisme ont énormément besoin de repères structurants et sécurisants. Du coup, il va falloir beaucoup de visuels, il va falloir structurer le temps et l'espace. Donc, l'élève a besoin, même en maternelle, d'un petit coin à lui où il sait qu'il va revenir. Ça va être le coin où il va faire du travail, il sait ce qu'on attend de lui à cet endroit-là, etc. Et du coup, il va falloir voilà, que vous aménagiez le temps et l'espace à venir, ça dépend quel cas il est, hein, mais peut-être voilà, mettre en place assez rapidement un emploi du temps visuel
pour qu'il puisse savoir dans quel lieu vous allez, dans quel lieu lui va se trouver, où sont ses camarades, etc. C'est vrai qu'on a tendance à être très, très implicite, hein, et notamment dans le second degré en pensant qu'ils sont autonomes. Mais c'est vrai que de rappeler un petit peu cette organisation de chaque professeur permet aussi aux jeunes de pouvoir tout de suite comprendre le fonctionnement et d'avoir des repères visuels pour se ressentir sécurisé. Le cadre sécure, c'est quand même 50% de cette réussite pour que l'élève puisse apprendre. Dans le second degré, là, on s'adresse peut-être plus aux AESH parce que c'est elles qui suivent les enfants de classe en classe, mais il y en a quand même beaucoup, par exemple, qui apprécient d'avoir la table située à peu près à la même place dans chaque salle. Donc, à chaque changement de salle, hein, si l'enfant a besoin d'être près d'une fenêtre, avec le tableau à sa droite, par exemple, ça peut être l'AESH qui dit à l'enseignant, bah là, non, vous pouvez pas, vous, faire votre plan de classe parce que lui doit être là. Voilà, après, l'enseignant fera le reste du plan de classe, mais vous êtes là aussi pour voir ce qui va être plus paisible pour lui, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à s'adapter et que en changeant de salle à chaque heure, ça veut dire se réadapter, revoir d'où viennent les bruits, d'où vient la lumière, à côté de qui je suis assis en classe, etc. Déjà, rien que ça va lui prendre tellement de temps que le cours aura démarré et qu'il n'aura il sera toujours pas en route sur le cours, il sera toujours pas au travail. Et il y a autre chose aussi, il y a des outils, on va en parler après peut-être sur les outils, mais au collège, ils aiment bien avoir un sac à dos qui s'ouvre intégralement avec à l'intérieur déjà presque le bureau tout fait, les stylos, le cahier, voilà. Il y en a qui aiment bien avoir ça, c'est-à-dire quand ils ouvrent leur sac à dos en entier, là, ils ont un peu leur chez eux qui est devant la table et ça fait gagner un temps fou pour pouvoir s'inscrire dans le cours. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Je vois par exemple dans Adapter et Aménager, travailler sur les mêmes supports que pour le reste de la classe et faire des allers-retours entre exigence et encouragement. Du coup, effectivement, vous avez un support pour tout le monde. Peut-être que lui, il aura besoin d'avoir le support en amont pour pouvoir le lire. Peut-être qu'il va avoir besoin de surligneurs, hein, de toutes les couleurs pour pouvoir surligner la consigne. Il va y avoir tout un moment où il va avoir besoin d'outils pour travailler sur les mêmes supports que les autres. Et c'est là peut-être qu'il y avait déjà des outils l'année d'avant, qu'il ne faut pas recommencer à réfléchir à de nouveaux outils et faire bien attention à reprendre les mêmes. Et donc à faire quelque chose de cohérent pour lui et aussi de cours en cours. Voilà. Du coup, ce qui est bien sûr plus compliqué au collège. Et c'est intéressant aussi de garder le même support, comme ça, c'est intéressant de pouvoir le transformer, ce support, pour le rendre accessible pour l'élève, mais ça évite aussi d'avoir ce pas de côté, et d'isoler l'élève avec un autre support. Donc, tant que faire se peut, on garde le support proposé à tous les élèves, et ensuite on le transforme pour qu'il soit accessible pour cet élève. Mais je pense que dans la progression là que l'AESH, on va aussi donner ces indications de gestes professionnels. C'est ça. Et du coup, normalement, en adaptation pédagogique, alors l'AESH connaît mieux l'élève puisqu'elle le suit partout, mais c'est quand même à l'enseignant Oui. de penser à des adaptations, peut-être faire plus de schémas, par exemple, peut-être raccourcir les phrases, donner le support en amont. Voilà, donc l'enseignant, il a quand même voilà, un peu d'organisation en tous les cas pour que l'élève puisse suivre. Surtout que le geste d'écriture est vraiment énergivore pour les élèves. Hein, c'est vraiment quelque chose qui leur demande beaucoup, beaucoup d'attention, d'énergie, d'adaptation, de coordination. Et donc, parfois, enlever cette surcharge cognitive, hein, cette surcharge qui fait que il n'ira pas au bout. On peut voilà, proposer des étiquettes ou l'outil informatique. Tout dépend, bien sûr, dans la classe dans laquelle est l'élève. Voilà, donc expliciter les aptitudes sociales, on va en parler aussi après, laisser du temps à l'élève et donc bien sûr travailler en complémentarité entre la famille, les professionnels qui accompagnent l'enfant et tous les profs quand c'est au collège ou l'enseignant quand c'est en élémentaire. Donc je passe voilà, à la même petite fiche, mais pour l'AESH. Donc l'AESH, elle va faire encore plus de pairing que l'enseignant parce qu'il va falloir vraiment qu'elle établisse une relation de confiance avec l'élève. Il faut vraiment qu'il sache que vous êtes là pour l'aider et que si vous lui demandez quelque chose, ça va être faisable. Voilà. Parce que il aura eu l'habitude de jouer avec vous et de se dire que si vous lui demandez, il peut vous faire confiance, vous le connaissez assez bien et si vous le demandez, c'est qu'il peut le faire. Vous allez être proche de l'élève, peut-être assis à côté ou derrière, avec ou sans table, parce qu'il faut aussi penser quand même qu'il doit avoir une relation avec un père et du coup, c'est quelquefois mieux qu'il ait un père, même un père aidant, un enfant qui est volontaire pour Tuteur. voilà, un tuteur, voilà. Et puis l'AESH, elle va essayer
il, pardon, va essayer de s'éloigner de plus en plus parce que, comme c'est écrit dans la vignette, il ne s'agit pas de faire à sa place. Et puis, il va falloir qu'il devienne autonome. Parce que, alors, en maternelle, on a du mal à se projeter, mais on voit des jeunes adultes qui sont en BTS et qui vont passer, qui terminent leur BTS, qui ont toujours eu un accompagnateur et qui vont passer des entretiens d'embauche, par exemple, avec un AESH. Eh ben, en fait, c'était pas l'idée. L'idée, c'est de développer aussi l'autonomie. Ça fait partie vraiment des missions de l'AESH, c'est de pouvoir disparaître de cet accompagnement, c'est que l'enfant puisse faire sans elle. Donc, de mettre assez d'outils pour que l'enfant puisse s'en saisir et de sensibiliser assez les pairs de la classe pour que l'enfant fasse de plus en plus tout seul ou aidé par ses pairs, ce qui se passera dans sa vie professionnelle plus tard. Ce n'est pas parce que les AESH ne sont pas à côté qu'elles ne travaillent pas avec l'élève. Au contraire, ce mot autonomie, je crois, Camille, c'est le mot-clé. La mission première des AESH, c'est que l'élève ait de moins en moins besoin de vous à leur côté. Donc, c'est mission réussie, au contraire, si vous êtes de plus en plus loin et qu'ils arrivent à être autonomes. Ça, c'est vraiment la mission réussie. Mais on aura toujours besoin d'AESH de toute façon. Ne pas s'inquiéter là-dessus. Favoriser, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, le maximum de relations. Et entre autres, c'est votre mission aussi en tant qu'AESH, que l'enfant se rende compte que les consignes viennent de l'enseignant et que ça ne passe pas tout le temps par vous. Voilà, du coup, même souvent, les AESH, elles redonnent la consigne simplifiée presque en direct par rapport, alors que l'enseignant est toujours en train de parler. Du coup, l'enfant, il a deux informations. Il a celle de l'enseignant et celle de l'AESH. Il comprend très vite que celle de l'AESH est beaucoup plus simple parce qu'elle est bien adaptée à lui. Mais du coup, il finit par ne même plus faire attention à ce que dit l'enseignant, puisque de toute façon, il sait que l'AESH va lui répéter. Donc, l'idée, c'est bien sûr de lui répéter s'il n'a pas compris, mais d'essayer quand même de mobiliser son attention sur l'enseignant et d'essayer de faire qu'il puisse demander de l'aide à l'enseignant s'il n'a pas compris, voilà, qu'il soit en interaction plus avec l'enseignant, qui explique les choses, et après, vous venez dans un second temps. Voilà pour ce qui est de l'AESH. On va voir la vidéo sur l'aménagement. Oui. Alors, sur les aménagements, une petite vidéo tournée à la Maison de l'Autisme il y a 2 ans, je crois. Tout à fait. Donc, Georgia va vous présenter dans l'amphithéâtre un poste de travail adapté qui est un peu énorme pour la présentation. Et bien sûr, c'est un peu gros pour une classe, mais c'est vraiment l'idée pour que vous voyez un peu quels sont les outils dont vous pouvez avoir besoin. Ici, à la Maison de l'Autisme, vous avez la possibilité de voir l'aménagement d'un espace pour un élève, un travail autonome. Vous avez ici différents outils. Ici, le timer, justement pour se représenter le temps. L'élève travaille pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, il y a une petite sonnerie qui lui dit « c'est terminé ». C'est un outil très efficace. Concernant le temps aussi, la représentation, vous avez l'emploi du temps individuel. L'élève saisit le pictogramme, lecture, le pose dans l'activité à réaliser, s'assoit à son poste de travail, effectue l'activité, une fois terminé, range le pictogramme, c'est fini. Vous voyez ici dans cet espace un outil ici qu'on appelle le tabouret à bascule. Pour certains enfants, vous savez bien qu'il a un côté vestibulaire, un besoin à s'agiter, nécessaire pour certains enfants. Pas tout le monde, mais pour certains, c'est nécessaire. Dans cet espace de travail, vous avez aussi le classeur de communication. C'est un classeur qui permet à l'élève de dire « j'ai envie de chocolat ». Peut-être pas à l'école, mais en tout cas, j'ai besoin de prendre mon cahier rouge. Pour certains élèves, la communication fait descendre les comportements inadaptés. Dans cet espace, vous verrez aussi à la Maison de l'Autisme le travail, le contrat par économie de jetons. Je travaille pour faire du vélo. Je travaille pour la pâte à modeler. L'enfant gagne des jetons qu'il place ici et ensuite à l'activité qu'il souhaitait réaliser. Vous avez aussi, bien sûr, dans ce travail en autonomie, ces bacs. Je vous fais la démonstration. L'enfant prend le bac numéro 1. Il se repère numéro 1. Il a l'activité à réaliser. Ici, bien sûr, tout ce qui est vissé, dévissé.
Il s'installe à son poste de travail, effectue l'activité, c'est fini. Il passe à la deuxième activité. Numéro 2, il pose. Tout ça en autonomie, ça s'apprend. Il s'assoit, réalise l'activité et ainsi de suite, range. Dans cette configuration, vous avez aussi l'analyse peut-être des émotions difficiles à appréhender pour nos élèves avec TSA. Je suis très anxieux. Je suis très agité. Que puis-je avoir comme solution? Tu pourrais peut-être taper dans un coussin. On a une proposition de solution. L'élève donc arrive à comprendre ses émotions, à mettre des mots et ensuite à trouver une solution. C'est ce qu'on appelle aussi l'autorégulation. Le dernier outil qu'on peut aussi vous proposer, le casque anti-bruit. Lorsque l'enfant travaille en autonomie ici à son poste de travail, il peut être gêné par le bruit environnant des autres élèves en activité. À ce moment-là, il peut saisir le casque anti-bruit, le poser, ce qui permet de rester concentré sur l'activité tout en écoutant les consignes de l'AESH, ce qui filtre le bruit des autres élèves qui sont aussi en situation d'apprentissage. Ce casque, vous pouvez bien sûr le proposer à tous les élèves afin que ce ne soit pas stigmatisant. Là, vous avez vu beaucoup d'outils qui sont bien sûr présents à la Maison de l'Autisme. Ce qui est intéressant, c'est que les enseignants, quand vous pensez que cet outil peut être nécessaire à l'élève que vous accueillez, vous pouvez aussi venir ici pour qu'on vous explique comment le mettre en place. C'est quand même un apprentissage de mettre en place un outil parce que nous avons des enseignants qui nous disent ça ne fonctionne pas parce que, par exemple, ils ont tout mis en place d'un coup. Non, c'est un outil par un outil. De toute façon, il ne faut pas trop désorganiser l'environnement de l'élève. Il faut qu'il y ait 80% de choses connues et 20% de nouveautés. Donc, imaginez-vous que vous ne pouvez pas mettre en place tout ce qu'il y avait sur cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la Maison de l'Autisme, vous avez des professionnels qui peuvent vous expliquer ou qui peuvent même se questionner sur le besoin réel de l'élève puisque vous allez en faire la description. Donc voilà, il y a des professionnels qui vont vous aider, mais vous pouvez aussi venir voir tous ces outils disponibles dans ce lieu ressource de la Maison de l'Autisme. On passe aux questions, Camille. Justement, comment faire quand un enfant autiste se régule, demande des signes d'apaisement et qu'en classe, il est difficile d'accepter justement cette petite pause? Est-ce qu'on accepte, on accepte? Comment fait-on en fait? Alors, AESH ou pas présence d'AESH, il faut trouver une solution avec des lieux d'apaisement. On ne parle même pas que d'autisme, hein. Non, On parle tout à fait. d'élèves La avec, question a d'ailleurs été sur différents profils. J'imagine nos élèves top, troubles oppositionnels avec provocation par exemple, qui peuvent aussi avoir des crises de frustration assez intenses. Les élèves avec un TDAH, qui est souvent aussi autisme et TDAH, fréquemment. Et du coup, ces enfants, mais comme beaucoup d'enfants, on ne peut pas leur demander d'être assis trop longtemps. Et du coup, il va falloir trouver des stratégies. Donc déjà, par exemple, le tabouret dont tu as parlé dans la vidéo, ça peut être une galette gonflable sur laquelle l'enfant peut gesticuler. Il y en a qui s'assoient sur leurs talons, qui enlèvent leurs chaussures, qui s'assoient sur leurs talons pour se balancer. Donc on voit bien que c'est un besoin. Donc si ça suffit pour que l'enfant reste concentré sur sa table, parfait. Malheureusement, ça ne suffit pas forcément. Ou alors ça peut suffire pour 10 minutes, mais peut-être pas pour 15. Et du coup, il va falloir des temps de pause pour ces enfants qui sont prévus en amont, encore mieux qu'une fois que c'est trop tard. Et du coup, il y a des enfants, effectivement, qui vont avoir besoin de faire autre chose au bout de tant de minutes d'activité. Alors, il y a deux solutions, enfin, il y en a même plus, mais il y a le petit coin dans la classe où on peut faire des choses qui font pas de bruit, qui dérangent pas, et chaque élève peut, à un moment donné, il décroche, il a besoin d'aller faire autre chose, et il va aller dans ce coin de classe. Il peut y avoir dans l'école ou dans l'établissement un endroit de repli sensoriel, mais l'enfant doit être accompagné, donc quand il n'y a pas d'AESH, c'est compliqué. Mais peut-être que d'où l'idée que s'il y a une AESH dans la classe pour un élève et que c'en est un autre qui a besoin, elle puisse aller accompagner l'autre élève et laisser un petit peu l'élève dont elle est AESH en autonomie. Voilà, il y a ces solutions-là. Il y a la solution d'aller courir dans la cour, de faire des... Voilà. Et puis, il y a aussi le fait de faire une pause à toute la classe. On va y revenir un peu tout à l'heure, mais du coup, on peut faire des pauses actives, c'est le terme québécois qui est utilisé en ce moment. Voilà, donc on utilise le terme de pause active qui fait partie de tout
tout ce qu'on peut mettre en place pour que les élèves s'autorégulent. Parce que, Georgia vous en a aussi parlé dans la vidéo, mais l'autorégulation, le fait de pouvoir être concentré au moment où on nous le demande, le fait de pouvoir rester assis, le fait de pouvoir gérer ses émotions, voilà, l'autorégulation de soi, c'est tout ça. Déjà, quand on est adulte, c'est un peu compliqué, on n'a pas bien appris On a du nous-mêmes. mal à se Ouais. réguler en ce moment. Voilà. Et là, on aimerait que l'école apprenne aux enfants de maintenant à devenir des adultes plus autorégulés, mieux autorégulés pour leur bien-être mental et puis pour pouvoir vivre dans la société sans avoir des débordements, des explosions ou des colères, voilà, même à l'âge adulte. Puis Donc tous c'est les élèves décrochent, tous les élèves ont un temps d'attention qui leur est propre. Et c'est vrai que ces pauses sont nécessaires parce que l'élève va revenir. Que s'il décroche et qu'on le laisse comme ça en continuant de l'alimenter, il ne reviendra pas. Hein, ça va générer une frustration de plus en plus intense et plus ça va être l'escalade justement de cette frustration, moins on pourra le faire revenir vers cet apprentissage. Donc parfois, mieux vaut le dire oui tout de suite, avec bien sûr un espace adapté. qui peut intervenir dans votre classe? Donc oui, vous n'êtes pas seul, il y a aussi des personnes ressources, des professionnels qui peuvent aussi intervenir dans votre classe, mais souvent à votre demande, parce que c'est nécessaire que vous soyez à l'origine de cette demande. Donc, il y a par exemple le professeur ressources TSA-TND. Il y en a entre 2 et 4 par département. Du coup, c'est une fiche de saisine qui est propre à chaque département avec laquelle vous pouvez solliciter sa présence. Le professeur ressources TSA va de la maternelle au BTS, tout ce qui est scolaire. Il va pouvoir évaluer les besoins de l'élève. Il va pouvoir vous apporter des conseils, une aide méthodologique. Et puis, il va pouvoir aussi présenter les dispositifs qu'il y a peut-être pour une orientation de cet élève s'il est en CM2 ou en grande section. Voilà. Il connaît le territoire, donc il sait ce qu'il y a à proximité. Juste pour vous donner une idée, à la rentrée 2025, il y a à peu près 712 dispositifs qui ont été ouverts depuis 2014. Voilà, donc en 10 ans, il y a donc des UMA, donc unité d'enseignement maternel, des UEA, unité d'enseignement élémentaire, autisme pour ces deux-là, et puis le dispositif d'autorégulation. Vous voyez, on reparle encore d'autorégulation, qui là sont des dispositifs qui peuvent être en élémentaire ou au collège. Il y en a même un ou deux en France au lycée. Voilà. Là, l'idée, c'est que tout l'établissement se mette à l'autorégulation avec des pauses actives, avec beaucoup d'outils. Il y a des éducateurs du médico-social qui sont dédiés à tout l'établissement, un enseignant surnuméraire et un superviseur qui vient vous driver pour vous aider à mettre en place tous les outils. On voit bien là que par rapport à la rentrée dernière, il y a eu 100 dispositifs, un peu plus de 100 dispositifs encore ouverts sur tout le territoire. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise en compte des besoins des élèves à les accueillir voilà, de façon optimale. Et tous ces dispositifs sont avec appui du médico-social. Donc vous voyez où ça va. On essaie de faire entrer des éducateurs, des praticiens du médico-social, des psychomotriciens, des psy comportementalistes dans les écoles le plus possible et dans les établissements généraux, même du second degré, de façon à venir nous aider justement à travailler sur d'autres compétences que celles purement académiques, sur lesquelles on est très pointu, mais l'élève reste un enfant. Et du coup, il faut travailler aussi sur la construction de cet enfant. C'est pour ça qu'il y a complémentarité entre justement l'éducation nationale et donc les professeurs et des AESH et bien sûr tous les intervenants du médico-social. En ce moment, il y a un rapprochement et justement, il y aura des formations croisées justement pour mettre à connaissance les gestes professionnels et les connaissances du médico-social et aussi de l'éducation nationale afin que tous se rencontrent, voilà, et qu'on parle à peu près le même langage parce que ça aussi, parfois, c'est difficile. Alors du coup, dans cette optique, il y a entre autres un autre dispositif médico-social qui s'appelle l'équipe mobile d'appui à la scolarisation, les MASCO. Donc là, c'est une équipe entière avec un éducateur, un psychologue, déjà, au moins deux, quelquefois trois parce que ça dépend des endroits. Et donc, eux, ils viennent plutôt en soutien à l'équipe de l'école entière par rapport à des élèves en situation de handicap et où vous posez des questions, vous ne savez pas comment vous y prendre, ça met à mal peut-être plus qu'une classe, peut-être l'établissement. Et du coup, ils suivent, eux, ils ont vraiment un suivi sur plusieurs mois, quelquefois, où ils reviennent plusieurs fois, voilà, pour vous aider à gérer des élèves en situation de handicap. Il y a le besoin des élèves, mais il y a aussi le besoin des équipes. Donc justement, quand on a pointé une difficulté,
ou quelque chose qui nous échappe. C'est pas forcément des difficultés qui nous échappent. L'appui, enfin les équipes mobiles, parce qu'on sait qu'il est difficile aussi de demander l'aide de personnes, on va dire, externes à l'école. Il est nécessaire d'avoir un regard extérieur. Et même avec les familles, le fait d'avoir un éducateur qui porte une parole, alors que l'enseignant n'était pas entendu, voilà, vous voyez, ça crée un médiateur et ça remet du lien. Parce que c'est ça le but, c'est de ne pas perdre le lien entre la famille, l'école et l'élève. Donc là aussi, c'est par fiche de saisine, Mm. comme les professeurs ressources en autisme. Et puis, il y a toujours, bien sûr, les conseillères pédagogiques, donc soit la circonscription pour le premier degré, soit les conseillères pédagogiques ASH, donc du service école inclusive du département, qui, elles, peuvent intervenir même dans le secondaire. Oui, tout à fait. Donc, du coup, si l'enfant bénéficie d'une reconnaissance de la maison du handicap. Du coup, là, les conseillères pédagogiques, mais je te laisse peut-être parler vu que tu es conseillère Oui, puisqu'on nous a pédagogique. demandé de nous représenter. Donc, justement, je suis Georgia Bonita, conseillère pédagogique, justement, ASH au service départemental de l'école inclusive de la Seine-Saint-Denis. Et justement, nos missions par rapport aux professeurs ressources, nous accompagnons plutôt les gestes professionnels de l'enseignant. Alors, la scolarisation d'un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, donc des outils pour lui, mais vous avez bien compris, des outils pour tous également. C'est comme ça que vous allez mutualiser vos efforts en partant peut-être de lui, parce que comme disait Chauvanet, qui peut accueillir dans sa classe un enfant TSA peut accueillir tous Tout. les enfants. Et c'est un peu vrai parce qu'on ne vous cache pas que c'est quand même très complexe l'autisme et que voilà, c'est peut-être grâce à l'autisme qu'on se pose le plus de questions pédagogiques et que du coup, ça va vous ouvrir des portes sur une façon différente d'enseigner et pour les AESH, une façon complètement différente d'accompagner aussi les enfants. Donc, pour résumer, ben, adapter l'environnement sensoriel et votre façon de communiquer. Je me suis permis de mettre en rose un peu ce qui pouvait servir à tous. Permettre la communication pour les élèves autistes non-verbaux. Alors, non-verbaux, ça peut être aussi des enfants qui parlent, mais où c'est pas fonctionnel, hein. Donc, ils verbalisent des choses, des chansons, des dessins animés, mais c'est pas vraiment de la C'est pas communication. fonctionnel. Adapter sa démarche pédagogique et le matériel, donc vers l'enseignement explicite, ça vous avez compris, c'est pour tous, hein. Ça, on a prouvé scientifiquement que ça marchait beaucoup mieux quand on donne des exemples, des modèles, que l'enfant suit le modèle, puis qu'on le laisse faire de plus en plus tout seul. De structurer, toujours structurer. Penser à ça. Bien sûr, tout ce qui est aussi développer les je prends Vas-y, le relais, continue, hein, je les tente aptitudes sociales, puisque nous sommes quand même dans un on parle de l'école de la vie, hein, donc cette école où on développe les aptitudes sociales, notamment aussi à la maternelle, où parfois on a des enfants qui n'ont pas eu ce bain de socialisation. C'est sûr que tout ça est à créer, mais surtout mettre des mots, savoir jouer ensemble, c'est pas inné pour tout enfant. Donc, on va leur apprendre à jouer avec un père, peut-être un, puis deux, au lieu de commencer tout de suite par le groupe. Voilà, d'avoir cette relation sociale qui est très, très poreuse, hein, pour ces élèves. Donc, voilà, les amener petit à petit à être dans ce bain social et d'identifier, bien sûr, à la fois les personnes adultes, mais aussi les pères qui sont des pères et qui deviennent des pères aidants, des tuteurs. Donc, ça, c'est un appui et la recherche le démontre qu'un enfant qui est aidant gagne plus en compétences encore. on revient voilà, sur apprendre aux enfants à se concentrer, se réguler émotionnellement, avoir de l'empathie et tout ça. Donc, on parle d'autorégulation, s'autoréguler et vous a remis le mot pause active, voilà, à chercher sur Internet. Vous allez voir avec plein d'exemples. Moi, je trouve même que souvent les enseignants, c'est par la pause active qu'ils changent leur pratique. Tout à fait. Parce que c'est ludique, vous faites ce qui vous convient à vous, bien entendu, hein. On ne peut pas se lancer dans un truc qui ne parle pas. Mais alors, il y a tellement d'exemples et tellement de façons de faire que je veux entrer par les pauses actives dans l'autorégulation. Évaluer les forces et besoins, bah, c'est comme tous les élèves, hein, pour pouvoir planifier ses apprentissages. Voilà. Mais du coup, pour l'évaluer, bah, c'est très compliqué. Les enfants autistes, en général, et puis bien d'autres, on ne les évalue pas en faisant un contrôle. On les évalue en leur demandant de faire et en voyant quelle aide on doit leur apporter pour qu'ils fassent et en estimant que tant qu'il y a certaines aides, eh ben, c'est pas acquis et du coup, on va les aider jusqu'à ce qu'ils puissent faire sans aide. C'est comme ça qu'on les évalue. D'ailleurs, on avait eu une question sur peut-on faire passer les évaluations nationales aussi? Bah, ça, c'est en fonction de chaque élève. Mais oui, il y a aussi des livrets adaptés, hein. Je conseille aussi aux enseignants d'aller sur Eduscol pour voir aussi les livrets adaptés qui sont peut-être plus simples pour la passation de ces évaluations en fonction de chaque niveau. Vous avez ça sur Eduscol. Et là encore, on peut adapter les évaluations, peut-être les faire passer 10 minutes par 10 minutes, peut-être les faire sur un ordinateur, peut-être faire que quelqu'un lise la consigne, si c'est une problématique de compréhension de consigne ou d'écrit. Voilà, il y a plein de façons de faire. Peut-être qu'il le fasse
une fois avec de l'aide et après on lui Ok. repropose dans une semaine l'évaluation pour voir s'il a vraiment intégré ce qu'on lui avait demandé. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire, mais effectivement, de mesurer à l'instant T, il y a plein d'enfants pour qui ça fonctionne pas très bien parce qu'ils sont peut-être pas disponibles à ce Voilà. moment-là et ça devient Alors qu'ils peuvent, hein. voilà, Certains peuvent ça peut être aussi, très hein. compliqué. Alors, comme l'heure tourne, Voilà, nous avons nous avançons, nous avons terminé, mais voilà, les documents pour aller plus loin. Donc, un document qui est un peu ancien, où on parle encore d'AVS, mais qui Mm. est très, très bien pour la maternelle. C'est l'Académie de Lyon qui l'avait fait. Il y en a en élémentaire, très, très chouette aussi sur les aménagements et la scolarisation. Alors, c'est classe ordinaire et Ulysse, donc ça vous donne plein d'idées d'aménagement. Au collège, c'est écrit lycée aussi, Mm. ouais. Donc c'est un guide national qui est vraiment, vraiment bien fait sur comment s'y prendre avec un enfant au collège et au lycée. Et puis des formations en ligne, vous avez Canal Autisme, vous avez Autisme en ligne, qui est l'INSEI, le Centre de formation national. Sur le CRAIF, vous avez pas mal de modules de formation. Vous allez dans formation, il y a le lien pour les professionnels. Et vous avez les webinaires du CRAIF. Et, il y en a plusieurs qui sont sur la scolarité, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent vous Sur les intéresser. comportements des filles, Voilà, voilà, sur voilà, plein, plein de plein de sujets. sujets. Et puis, on vous a mis enfin, vraiment un exemple par niveau pour sensibiliser les pairs, un petit dessin animé, et puis au collège et au lycée, une vidéo d'une personne autiste qui explique ce que c'est que l'autisme. Très intéressant. Et on termine peut-être par les ressources ici. Voilà, donc le site du CRAIF, les formations CRAIF, le centre de doc dont on parlait tout à l'heure, et un annuaire en ligne pour les familles. S'il y a des familles qui vous disent, mais j'aimerais bien trouver une psychomote ou un éducateur pour accompagner mon enfant, ou voilà, quelqu'un, vous pouvez le renvoyer vers le Tamis Autisme, qui est un annuaire Île-de-France. Voilà. Eh ben, nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos questions, vous avoir donné les ressources ou aller chercher les réponses à vos questions. On vous souhaite une bonne année scolaire. Voilà. Et Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.